il est en train d'arriver. Donc effectivement, on va continuer sur la notion de retard de croissance intra-utérin, enfant-né petit pour la gestationnelle et les conséquences sur la croissance. Alors, je vais parler un peu d'hormones de croissance, donc j'ai mis mes liens d'intérêt. On a vu ensemble avec Umberto toutes les définitions, donc je ne vais pas du tout revenir là-dessus, à part effectivement cette notion de restriction de croissance pendant la période fœtale qui est extrêmement importante dans cette notion de la physiopathologie du retard de croissance. Alors, chez le fœtus, la croissance, c'est la croissance du squelette, hein, donc la croissance c'est un phénomène qui dépend de l'ossification endochondrale, donc de l'ossification des chondrocytes qui vont permettre la croissance osseuse. Et donc aujourd'hui, on tend à aller de plus en plus vers un modèle, une espèce de modèle intégré où le problème principal, c'est qu'on a en fait chez ces enfants qui ont une restriction de croissance intra-utérine, une sénescence accélérée des chondrocytes qui aboutit à ce ralentissement de la vitesse de croissance. Et cette sénescence accélérée, elle est induite par des facteurs qui peuvent être soit isolés, soit combinés et agir ensemble sur cette biologie du chondrocyte. Donc, on va le voir, on a des facteurs génétiques et épigénétiques qui jouent un rôle majeur. On a des facteurs endocriniens, des facteurs de croissance extrêmement importants comme l'insuline, les IGF, en particulier l'IGF-2 et l'IGF-1 et leurs protéines porteuses. Et puis, on a tout un tas de facteurs environnementaux, bien sûr, hein, les facteurs maternels placentaires, les toxiques, les médicaments, les perturbateurs endocriniens, on peut imaginer énormément de choses. Et on a vu avec Umberto aussi les effets de l'environnement direct, même presque sur l'aspect épigénétique, c'est-à-dire par exemple des situations de stress qui peuvent être induites au cours d'une grossesse et qui donc vont avoir des conséquences sur la croissance du chondrocyte. Et donc, si on regarde les facteurs endocrines, l'axe GH-IGF-1, il est perturbé dès avant la naissance, en fait, chez ces enfants qui ont une restriction de croissance. Et ces enfants, ils ont un profil où ils ont des facteurs de croissance qui sont plutôt bas, des protéines porteuses qui sont plutôt élevées, ce qui fait que la biodisponibilité, les facteurs de croissance circulants sont finalement assez petits et les taux d'hormones de croissance sont élevés. Donc, c'est comme si vous aviez une espèce de résistance à l'hormone de croissance. Et une bioactivité des facteurs de croissance qui est elle-même réduite. Et ce profil, il se continue en postnatal. Chez les enfants qui ne rattrapent pas leur retard de croissance, on va retrouver le même profil d'une IGF-1 basse et d'un taux d'hormones de croissance plutôt élevé. Et donc, on a des enfants qui ont un profil qui ressemble à une résistance à l'hormone de croissance et même une résistance aussi relative aux facteurs de croissance eux-mêmes. Et on va retrouver encore ce profil plus tard dans la vie, au moment où il commence la puberté, où on va encore avoir ce phénomène un peu de résistance aux facteurs de croissance et à l'hormone de croissance. Donc finalement, on a un profil qu'on va suivre pendant toute la vie qui est finalement programmé dès la vie anténatale. Ces facteurs génétiques, donc au-delà des facteurs endocriniens, on a aussi des facteurs génétiques qui contribuent à la croissance des fœtales et qui peuvent être du coup à l'origine de retards de croissance en eux-mêmes. Alors, les gènes qui ont été identifiés chez les enfants qui ont une restriction de croissance, il y a plusieurs groupes de gènes, mais finalement, c'est des gènes qui agissent tous sur la plaque de croissance. Et donc, c'est en ça qu'on arrive à reconstruire ce modèle de la sénescence accélérée des chondrocytes. Énormément de gènes qu'on va identifier chez des enfants qui naissent avec une restriction de croissance sont impliqués dans l'os, le chondrocyte et la matrice osseuse. On a un grand nombre de gènes qui sont également impliqués dans ces facteurs endocrines, c'est-à-dire c'est eux qui vont programmer cette résistance à l'AGH ou cette résistance à l'IGF-1. On a aussi les gènes qui sont importants pour les processus intracellulaires ou intranucléaires,
donc je dirais des phénomènes, des processus biologiques extrêmement importants et primitifs. Donc ça, quand on a une anomalie dans ces gènes-là, on a une restriction majeure de la croissance. Ce sont les très petite taille, les grands RCIU. Et puis, on peut retrouver des anomalies dans des gènes qui sont impliqués dans la fonction thyroïdienne ou des anomalies structurelles beaucoup plus importantes. Et là, on est plutôt dans des modifications géniques combinées qui vont finir par agir sur la croissance. Donc, quand on est devant un enfant qui a une restriction de croissance intra-utérine, la question c'est est-ce qu'on va l'explorer, est-ce qu'on va chercher ces anomalies génétiques? Donc, les propositions des obstétriciens et des médecins de médecine anté et périnatale, c'est que on va proposer une amniosynthèse et un prélèvement et des études chromosomiques et génétiques si cette restriction de croissance est associée avec d'autres anomalies. Et bien sûr, si derrière, les parents ont bien compris que de faire un diagnostic peut impliquer une décision anté ou à la naissance. Et donc, mais d'une manière générale, le conseil génétique est extrêmement importante quand on est face à une restriction de croissance sévère, puisque on sait qu'on va identifier un certain nombre d'anomalies chromosomiques lorsque la restriction de croissance est associée à d'autres signes, même lorsqu'elle est associée à un retard de croissance isolé. Alors, j'ai abordé les facteurs endocrinaux, j'ai abordé les facteurs génétiques. Je voudrais dire un petit mot des facteurs épigénétiques. Donc, il y a l'épigénétique globale qui est influencée par l'environnement, qui est la spécialité d'Umberto. On a déjà entendu parler de ce sujet ici. Et il l'a abordé d'ailleurs un peu tout à l'heure. Mais il y a aussi une épigénétique qui est l'épigénétique du locus, du gène qui sert à produire l'IGF-2, qui est un facteur majeur, le locus IGF-2H19. Et donc, ce locus est extrêmement important dans la croissance fétale. Et c'est un locus qui a la particularité d'être soumis à l'empreinte parentale. Alors, c'est quoi l'empreinte parentale? L'empreinte parentale, c'est le fait que le génome qu'on reçoit de son père ou de sa mère n'ont pas une biologie, une puissance équivalente. Et dans les gènes de la croissance, ceux qui sont actifs, c'est essentiellement les gènes d'origine paternelle, alors que les gènes d'origine maternelle sont plutôt des gènes qui vont servir à restreindre la croissance. Et donc, on a des exemples, c'est pour ça il y a des photos d'animaux là sur la diapositive, on a des exemples dans la nature du fait que le génome maternel et le génome paternel ne sont pas équivalents. C'est-à-dire que quand vous faites des croisements d'animaux, ou quand il y a des croisements d'animaux, si vous croisez un lion avec une tigresse, ça vous donne un ligre, qui est un animal qui est plutôt petit. Mais si vous croisez une lionne, non, c'est dans l'autre sens. Et si vous croisez une lionne avec un tigre, vous obtenez un tigron qui est plus petit. La ligre est plus grosse que le tigron, puisque les gènes de croissance viennent du lion, viennent du père. Donc, vous voyez que vous n'avez pas les mêmes animaux quand vous faites pas les croisements dans le même sens. Et donc, c'est vraiment parce que ces gènes qui servent à la croissance sont essentiellement d'origine paternelle. Et donc, on a des pathologies de ce locus IGF-2H19 qui sont des pathologies du coup de l'empreinte parentale. Et c'est la maladie que vous connaissez bien, qui est le syndrome de Silver-Russell. Et donc, dans cette pathologie, il n'y a plus le gène maternel de l'IGF-2, il ne s'exprime plus, il ne reste plus que le gène maternel qui est celui qui ne produit pas l'IGF-2. Et donc ces enfants ont une restriction de croissance anténatale extrêmement élevée et qui va se poursuivre même en postnatal. Donc, le fait d'avoir tous ces facteurs qui agissent sur la croissance et produisent une sénescence accélérée des chondrocytes fait que la croissance postnatale est atteinte de façon plus ou moins importante. Et donc, là, ce qui est représenté, c'est en fait la capacité des enfants à rattraper ce défaut de croissance anténatale. En toute honnêteté, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'un enfant qui est né avec une restriction de croissance, finalement, il récupère jamais tout. C'est-à-dire qu'il y a forcément des conséquences
postnatal, c'est pas quelque chose qui arrive en anténatal et qui disparaît comme ça, comme par magie, à la naissance. Il faut vraiment voir ça comme une pathologie anténatale qui est programmée et qui programme votre futur. Et donc, grosso modo, sur la courbe sont représentés les enfants qui n'ont pas rattrapé. Et à 6 mois de vie, il reste 25% des enfants qui n'ont pas rattrapé leur retard de croissance à la naissance. Et à la fin de la croissance, il reste à peu près entre 10 et 15%. Donc, les chiffres qui sont à droite, c'est que ça dépend des cohortes que vous étudiez. On peut retenir 10 à 15% d'enfants qui sont nés avec une taille en dessous de moins 2 DS, qui finissent avec une taille, qui passeront toute leur vie avec une taille en dessous de moins 2 DS et qui finissent en dessous de moins 2 DS. Et donc, dans quels sont les facteurs de risque qui font qu'un enfant va rattraper ou ne pas rattraper? D'être préma, c'est un facteur de risque. D'avoir une vitesse de croissance d'emblée insuffisante dans les premiers mois de vie, c'est un facteur de risque. D'avoir des parents petits, c'est un facteur de risque. Et plus le retard de la restriction de croissance intra-utérine est sévère, moins on a de chances de rattraper en postnatal. L'autre facteur qui va jouer également, c'est la capacité à rattraper. Comment se passe ce rattrapage? Donc ça, c'est vraiment le travail des néonatologues. Mais moi, j'ai juste sorti ce papier-là qui était très intéressant parce qu'il avait montré que si vous rattrapez pas dans la première année de vie, finalement, vous rattraperez quasiment jamais. Si vous rattrapez, mais de façon raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a 4 mois, vous avez récupéré un tiers de votre déficit, c'est ceux-là qui vont le mieux récupérer leur croissance staturale, et ceux qui rattrapent trop vite vont avoir d'autres conséquences qui vont être beaucoup plus des conséquences métaboliques. C'est eux qui ont le plus de facteurs de risque de conséquences métaboliques à plus long terme. Donc, certains enfants, ces 10-15%, nés petits pour la gestationnelle, vont rester définitivement petits. Et donc, c'est ces enfants-là qu'il faut évaluer. Excusez-moi. Donc, qui est-ce qu'on va suivre? Qui est-ce qu'il faut suivre? C'est ceux qui n'ont pas rattrapé à l'âge de 2 ans. Et moi, je dirais même que quasiment à l'âge de 1 an, on sait déjà le profil des patients. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit les évaluer? Pourquoi est-ce qu'on doit les suivre? C'est parce qu'il existe un traitement et que c'est l'hormone de croissance et que les données ont montré, c'est ce qui est sur le graphe de droite, que si vous traitez précocement, vous allez rattraper beaucoup mieux que si vous mettez en route le traitement par hormone de croissance de façon tardive. Mais ceux qui ont rattrapé, c'est-à-dire ceux qui ont une taille après l'âge de 2 ans au-dessus de moins 2 DS, est-ce que ces enfants-là ont également des conséquences sur leur croissance staturale? Ils ont 7 fois plus de risque d'être quand même petits à l'âge adulte. La moitié n'atteignent pas leur taille familiale. Et si vous les prenez en groupe, si vous prenez ces 80 ou 90%, ils font 5 cm de moins que la moyenne de leurs parents. Donc, il y a une perte staturale qui est inhérente au fait d'avoir eu une restriction de croissance intra-utérine. On a vu avec Umberto que la croissance staturale n'était pas la seule affectée, mais que d'autres organes sont affectés, en particulier comme le cerveau. Alors, j'aborderai pas les différentes conséquences autres que la croissance staturale en particulier. Merci beaucoup. Les autres conséquences métaboliques, endocrines de la restriction de croissance fœtale. Je voudrais juste souligner que sur le fait d'avoir une conséquence staturale de son retard de croissance intra-utérin, c'est parce qu'il y a également un impact de cette restriction de croissance fœtale sur la puberté et sur la croissance pubertaire. C'est-à-dire que c'est un retard de croissance qui n'est pas limité à la période fœtale. Les enfants qui naissent petits pour la gestationnelle font des pubertés plus tôt, pas des pubertés précoces, bien sûr il y en a qui font, mais font des pubertés plus avancées. Ils ont donc un temps de croissance qui est plus limité. L'âge des règles est un tout petit peu plus jeune et surtout ils ont une avance de maturation osseuse qui fait qu'ils vont faire un pic pubertaire. Au départ ils grandissent assez bien, c'est ce que vous voyez sur la courbe en noir ici. Ils ont un démarrage qui est plutôt sympa, mais finalement ça se casse la figure assez vite et ils ont un pic pubertaire qui est beaucoup moins ample.
ce qui induit une perte sur la taille finale. Alors, j'ai déjà un peu abordé le fait que le traitement de la croissance de ces enfants, c'est le traitement par hormone de croissance. Alors, la première question, c'est est-ce que ça fonctionne? La réponse est plutôt oui. Ça fonctionne sur le court terme. Donc, par exemple, ici, une étude parmi tant d'autres. Si vous regardez la vitesse de croissance des enfants qui sont petits pour l'âge gestationnel, ils prennent quasiment pas de taille, ils restent toujours sur le même standard déviation, sur la même courbe pendant leur suivi. Alors que si vous mettez sous hormone de croissance, vous voyez que vous avez une prise de taille qui est quasi immédiate, avec un effet dose. Plus vous donnez de fortes doses, et plus meilleure est la croissance. Le deuxième effet intéressant, c'est que ça améliore la taille finale, et là, toutes les études sont concordantes. Quand on ne traite pas par hormone de croissance, les enfants restent petits. Quand on traite par hormone de croissance, on va amener une taille finale qui est au-dessus de moins 2 DS, mais vous voyez qu'il reste en dessous de 0. C'est-à-dire que vous n'allez pas récupérer les tailles parentales. Nos données dans notre service sont exactement les mêmes que celles de la littérature. L'autre point qui est intéressant, c'est que ça n'améliore pas l'hormone de croissance que la taille, mais ça peut améliorer des paramètres métaboliques qui sont atteints chez ces enfants du fait de leur pathologie de la restriction de croissance anténatale, en particulier la masse maigre, améliorer la masse maigre et le rapport masse maigre, masse grasse, ainsi que la tension artérielle et la sensibilité à l'insuline. Un tout petit mot rapide de cette pathologie très particulière, restriction de croissance fœtale, qui est le syndrome de Silver-Russell. Et donc, ces patients-là, finalement, c'est l'archétype de la restriction de croissance anténatale, puisque c'est des patients qui sont très petits in utero, qui grandissent pas vite, qui ne rattrapent pas, qui font une puberté précoce ou très en avance, avec un très petit pic de croissance pubertaire. Donc, on sait que chez ces enfants, il ne suffit pas de donner de l'hormone de croissance, parce que si vous donnez de l'hormone de croissance, vous améliorez bien la croissance, mais la puberté arrive et la taille et la croissance s'arrête. Donc chez ces enfants-là, il est très important de donner de l'hormone de croissance et d'associer un traitement freinateur de la puberté par agoniste du GnRH pour leur permettre une croissance plus prolongée. Et aujourd'hui, on a des données qui nous permettent de dire que, puisque ces enfants, on leur propose un traitement, qui est un traitement en injection quotidienne pendant des années, on a une amélioration de l'accès au traitement, de la capacité de traiter, de la tolérance du traitement, du fardeau du traitement grâce aux hormones à longue durée d'action. Et on a participé avec l'équipe de Michel Pollack à cet essai de phase 3 chez des enfants nés petits pour l'âge gestationnel, qui est resté petit et qui ont reçu le traitement par hormone de croissance hebdomadaire une fois par semaine. Et vous voyez qu'ils grandissent aussi bien. Ça, c'est les enfants qui ont reçu le traitement hebdomadaire versus les enfants qui ont reçu le traitement en dose quotidienne. Donc, ça marche aussi bien que le traitement quotidien. Donc, c'est une option thérapeutique qui est très intéressante. On a aussi des données qu'on a également publiées ensemble sur le suivi à long terme de l'hormone de croissance chez ces enfants qui sont nés petits pour l'âge gestationnel, qui sont des données extrêmement rassurantes sur tous les plans pour ces enfants. Et donc, en pratique, les enfants qui sont nés petits pour l'âge gestationnel doivent rentrer dans un parcours de soins, même si ce sont des enfants rattrapeurs. On a des options thérapeutiques qu'il faut leur proposer, l'hormone de croissance, pour certains, les retardateurs de puberté. Ne jamais oublier l'impact sur la minéralisation osseuse. Donc, c'est des enfants qui doivent toujours être supplémentés en calcium et en vitamine D. Et mon dernier point, c'est la dernière phrase. Être RCIU, c'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. Et donc derrière, il y a un diagnostic. Ce sont des enfants qui ont des atteintes génétiques ou épigénétiques ou environnementales, mais la démarche diagnostique est indispensable. Ce n'est pas le test GH, c'est vraiment une démarche, je dirais, intégrée, une vision intégrée de la croissance. Pour moi, c'est la même chose qu'un enfant qui a un retard de croissance postnatal. C'est juste que ça a commencé plus tôt et donc c'est probablement plus sévère. Je vous remercie de votre attention.